Bonjour à tous, je suis Kerwin Maïzo, je vis actuellement à Paris. Dans le cadre des événements qu'organise Congo Coast pour la commémoration de ce triste anniversaire du 2 août, je vous fais mon témoignage des événements tels que vécus. Le 2 août 1998, j'étais à Kinshasa et j'ai travaillé à Raga. Raga, c'est un groupe de médias composé de, ça s'appelle le groupe Raga SPRL, composé de Raga FM, une radio, Raga TV, une chaîne de télé, et Raganet, un groupe de télédistribution, et qui fournissait en même temps un bouquet télévisuel ainsi que des services internet. Donc, je devais travailler le 2 août le soir, et selon le planning de l'époque, lorsqu'on commençait les travaux le soir, on terminait les matins, après la matinale vers 9h. Donc je suis arrivé à la station vers 17h30 par là, 17h, 17h30, pour prendre l'antenne à 18h et puis continuer jusqu'au matin. Bien entendu, l'antenne était entrecoupée par les informations de la Deutsche Welle à 18h, la BBC à 19h et puis la Voix de l'Amérique à 19h30 et puis je faisais l'animation après la Voix de l'Amérique jusqu'à minuit. À partir de minuit, je n'étais pas, c'était facultatif. Je pouvais continuer à animer, à parler ou à pas parler et à envoyer de la musique. Alors, ce jour-là, la situation à Kinshasa était quand même assez tendue parce que Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les Rwandais ont pris possession de la ville de Kinshasa. Ils n'en faisaient qu'à leur tête, ils intimidaient la population, ils tabassaient par exemple les dames qui mettaient des pantalons moulants. Non seulement qu'ils les tabassaient, mais la punition c'était de les dénuder en public. Ce qui fait qu'une fois par exemple, à Kinshasa, dans un quartier, j'étais en promenade et je vois des jeunes Rwandais, des Kadogo, vraiment des enfants. Si on dit Rwandais, hein, en tout cas, ils avaient une morphologie qu'on ne voyait pas souvent en Kinshasa. Donc, on avait tendance à les assimiler tous à des Rwandais. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui étaient Congolais. En tout cas, on ne sait pas. Mais ce qui m'a particulièrement choqué pendant la période, c'était une fois, pas très loin de l'IEC, il y avait une station-service juste au niveau des rails qui traversent l'avenue qu'on appelait à l'époque l'avenue du 24 novembre. Il y a une dame qui était dans une belle voiture, elle achetait du carburant et deux jeunes soldats se sont présentés pour lui demander pourquoi elle a mis un pantalon moulant. Alors les jeunes soldats devenaient tellement menaçants que la dame agacée a dit je sais ce que vous voulez, ben, je me déshabille. Elle s'est complètement dénudée, elle leur a dit maintenant regardez-moi et jouissez du spectacle. Et elle les a presque maudits. Alors, tous ces événements-là, en ajouté au climat entre ceux qui venaient dans des bars, venir danser avec leurs armes, ceux qui prenaient des filles, montaient avec, dans des chambres d'hôtel presque manu militari, ceux qui ont volé des voitures et paradé avec, à travers la ville en ne respectant pas les codes de la route, ou comme nous à Raga, ceux qui ont mis une barrière juste devant l'hôtel ex-intercontinental qui est devenu l'hôtel Pullman, parce que Raga, c'était au niveau de l'hôtel du fleuve Congo. À l'époque, c'était l'ex-immeuble CCIZ, hein, l'immeuble du Centre de commerce international du Zaïre, qui était devenu CCIC, et les studios de Raga étaient là-dedans. Donc, ils avaient mis un barrage, et ils tabassaient toute personne qui passait, parce que, si je dis toute personne, c'est-à-dire, il faudrait passer devant eux, et ne pas donner l'impression qu'on a peur de quelque chose. Dès qu'ils remarquaient que vous manifestez des signes de peur, ils vous étalaient par terre et vous tabassaient. Et un jour, ils ont voulu me tabasser, mais j'ai complètement refusé. Il s'en est presque suivi une bagarre. Et je n'ai eu la vie sauve que parce que le cortège du président arrivait. Et ils se sont mis en garde à vous. Et moi, j'ai eu le temps de m'enfuir à la station et d'alerter à la station pour que, bon voilà, qu'on puisse calmer la situation. Donc, sinon, ils m'auraient fusillé parce que j'ai refusé d'obtempérer. Et il y a eu presque une bagarre, une mêlée avec ces jeunes soldats. Donc, le climat était tendu et délétère. Alors, j'arrive au boulot, je m'installe.
Je prends l'antenne. Dans la foulée, pendant que je prenais l'antenne, j'écoute aux infos que Laurent Désiré Kabila avait déjà demandé 2 semaines avant aux Rwandais de rentrer chez eux, qui n'en voulaient plus. Et ces jours-là, ils avaient déjà commencé à rapatrier les Rwandais, et il y a un groupe de Rwandais qui ont refusé les rapatriements. Alors, tout ce que moi j'ai entendu dans la station, c'est que ça tirait de partout à l'extérieur. Je ne sais pas exactement où les coups de feu ont commencé, mais mon collègue qui était au 19e étage, là où se trouvait le centre émetteur de Raga à l'époque, nous a averti par le téléphone interne qu'il voit, ça tire dans la ville. Apparemment, c'est parti de l'avenue de 3Z ou du boulevard Tchatchi. L'avenue de 3Z, c'est l'avenue qui longe le fleuve Congo. Et le boulevard Tchatchi, c'est la prolongation de l'avenue qui va de l'ambassade suisse, ou de l'actuelle résidence où habite monsieur alias Joseph Kabila. Ça passe devant l'hôtel Pullman, donc ex-intercontinental, et ça continue, ça s'appelait boulevard Tchatchi. Donc, ça tirait à partir de là. Et on a entendu, ça évoluait, c'est monté un peu vers le palais des Marbres, et puis ça a commencé à tirailler toute la nuit. On a appris le matin par la radio que ce sont des Rwandais qui ont refusé d'être rapatriés au Rwanda, qui ont attaqué les camps Kokolo, qui se trouvent en diagonale ou en face de la cité de la Voie du Zaïre, qui est à l'actuel RTNC. Et ils ont attaqué aussi les camps Tchatchi qui se trouvent au niveau du Mont Galiema, là où il y a l'actuelle cité de l'OUA, c'est dans le même quartier. Et c'était tellement violent que la nuit, on a reçu des instructions au niveau de la station. On m'a dit, vous qui êtes à la radio, comme la RTNC n'avait pas un émetteur assez puissant, les sons n'étaient pas bons, Raga, c'était la radio, une radio privée, mais souvent utilisée par l'État pour faire passer, par exemple, certains messages, certains discours, certains communiqués, ou même de la publicité, ou des émissions, voilà, par exemple, faire passer des chansons patriotiques, par exemple, la chanson Congo ou la chanson franc-congolais. Donc, je devais être particulièrement prudent. On m'a dit, mais s'ils arrivaient au studio, ne résiste pas, laisse-toi faire, protège ta vie, mais des précautions ont été prises pour protéger la station. Et on a dit la même chose à la personne qui était à la télé. C'était un collègue qui s'appelait Guylain Bassuel. Voilà, c'est lui qui était à la télé. Donc il y avait une personne à la télé le soir, une personne à la radio, une personne qui gérait tout ce qui est serveur pour la télédistribution et une personne au centre émetteur. Donc on était 4. On nous a dit de ne pas vraiment bouger. Hein, je mets de la musique, je ne parle pas. S'il faut passer en relais les infos de la Voix de l'Amérique, de la BBC, de la Voix de l'Allemagne, je suis le planning habituel, mais je ne parle pas et je reste... j'attends les instructions. Alors, il y a un technicien qui est un peu le responsable de tous les techniciens, il est décédé, qui s'appelait Mukendi Mwanangoudi, qui m'a dit de ne pas dormir et de garder toujours mes casques aux oreilles. Si je sommeille, ils vont provoquer des parasites, ça va me réveiller et que je suive les instructions. Donc, ils m'ont appelé presque toute la nuit pour savoir ce qu'il en était. Voilà, ça va, ne vous affolez pas. On suit la situation à l'extérieur, voilà. En tout cas, on me parlait toute la nuit. Et tous mes autres collègues écoutaient aussi par radio. Et on a quand même reçu beaucoup de coups de fil sur les téléphones de la radio, où d'autres journalistes à l'étranger voulaient savoir comment vivait la situation à Kinshasa, comment ça s'est passé. Et jusqu'au matin, la situation ne s'est pas améliorée. Donc, on est resté coincé comme ça à la radio. Donc, le 2, toute la nuit. Le 3, toute la journée, affamé. Il y avait une petite panne d'eau. Bah, après, on a réussi quand même à avoir un robinet qui fonctionnait. Donc, on a commencé à boire. Et c'est les 4 dans la journée que le DG de Raga a réussi à nous faire parvenir quelques boîtes de sardines et du pain.
Donc on est resté à jeûne pendant 48 heures. C'est quand on a entamé la 72e heure, disons entre 48 et 72 heures, donc la 3e journée, qu'on nous a ramené quelque chose à manger. Je me rappelle qu'on a mangé un peu vers 14 heures. C'est à 17 heures que le barrage au niveau de la Gombe a été levé. C'est ensommeillé, sale, fatigué, urcite, qu'on nous a relevé de la station et que je suis rentré à la maison. C'est alors qu'à la maison qu'on apprendra que pendant qu'on était en train d'attaquer les camps militaires à Kinshasa et de mettre la ville de Kinshasa dans une insécurité absolue, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise ont simultanément attaqué la ville de Goma et une partie du sud Kivu, donc vers Bukavu. Ça a commencé par une mutinerie de soldats soi-disant congolais qui étaient à Goma, et la ville est tombée sans coup férir, et l'armée rwandaise donc s'est retrouvée dans notre pays, l'armée ougandaise aussi. Et le président Laurent Désiré Kabila a déclaré que le Congo est attaqué par le Rwanda et qu'il devrait contacter les conseils de sécurité pour statuer sur la situation. C'est alors que le Rwanda, sachant que l'agression est une violation de la résolution 3314 du 14 décembre 1974 sur l'agression, l'Ouganda aussi, s'empressera d'aller chercher un professeur d'université. Dans leur stratégie, ils n'ont pas pris des Congolais originaires d'une des provinces de l'Est du Congo, Nord-Sud, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, province orientale ou les Katanga, mais ils ont recruté des Congolais de l'Ouest du Congo, c'est-à-dire le professeur Wamba Diawamba qui venait de mourir il y a quelques jours, qui était professeur, je crois, dans une université, c'est pas en Ouganda, en Tanzanie, mais c'était quand même un professeur d'université dans un des pays de l'Est africain, et Jean-Pierre Bemba, qui était des passages en Ouganda. Donc ils ont recruté les deux. Wamba Diawamba s'est proclamé comme étant le chef d'un mouvement rebelle qui s'appelle les RCD, et que les Rwandais n'avaient rien à voir. C'était entre Congolais, c'est des Congolais qui se sont révoltés contre Laurent Désiré Kabila, la façon dont il conduisait le pays, parce que selon eux, il est venu réinstaller une nouvelle dictature. Et l'Ouganda a déployé la même argumentation en disant que l'Ouganda n'a rien à voir. C'est Jean-Pierre Bemba qui veut mettre fin au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. C'est ainsi que les MLC étaient nés. Et les RCD Goma et les MLC ont continué la guerre. Ils ont occupé la moitié de la République démocratique du Congo. Le président Laurent Désiré Kabila a demandé l'aide de la Namibie, du Zimbabwe et de l'Angola. Et de l'autre côté, il y avait le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Un peu plus tard, le Tchad interviendra. Donc, enfin bref, plusieurs armées africaines se retrouveront en République démocratique du Congo et le pays se retrouvera scindé. C'était le début de cette hécatombe, dont deux faits majeurs marquants qui marquent l'esprit. C'est lorsque des avions, notamment des Congo Express, qui étaient devenus après Congo Airways et ensuite Ewabora, ont décollé de l'est du pays, on ne sait de quelle ville exactement, probablement de Goma, sont allés atterrir dans la base militaire de Kitona en coupant l'électricité au barrage d'Inga. Là aussi, j'étais encore coincé à la station. On travaillait avec des groupes électrogènes et pour économiser l'énergie, le groupe électrogène, ce n'était que pour les équipements, mais on travaillait presque dans le noir. On avait des torches pour lire des communiqués, il fallait allumer des torches. Et on a vu des bébés mourir dans des couveuses, des malades sont morts dans des hôpitaux. C'est des événements qui marquent. Et j'ai aussi vécu dans la foulée les jours où ces Rwandais qui ont atterri à la base de Kitona sont arrivés à Kinshasa, à Kingasani,
Et lorsqu'ils sont arrivés à Kingasani, ils nous ont dit qu'ils venaient pour libérer la ville et les Kinois se sont défendus à main nue. Et ils les ont neutralisés, mais côté Kinois, il y a eu aussi des morts que nous avons vus jusqu'à l'attentat ou à l'explosion qu'il y a eu à l'aéroport de Njili. L'explosion qui a fait un bruit horrible, qui a fait que beaucoup d'agents de l'OFIDA sont décédés. Ce sont des événements qui sont restés dans nos têtes, qui ont marqué. Et pour moi, c'est les débuts des millions de morts que nous déplorons aujourd'hui. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Il faut vraiment que les coupables payent, que justice soit rendue aux victimes, que le Congo retrouve la paix et que ces événements planifiés, exécutés, soient qualifiés de génocide et que l'humanité tout entière se mobilise pour qu'enfin les martyrs du peuple congolais s'arrêtent. Merci.